Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 29 janvier. Le désastre humain du séisme dans le nord-ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat, serait d'au moins 20 000 morts. En 2015, il y aura une liaison ferroviaire à travers les Alpes. Lyon-Turin, annonce faite à l'ouverture du 20e sommet franco-italien. Le fondateur de la Confédération de défense des commerçants et artisans, CDCA, Christian Pousset, assassiné ce matin près de Montpellier. Reportage en Algérie, dans la région de Chlef, où dans la nuit de samedi et dimanche dernier, les 25 membres de 3 familles ont été égorgés par un groupe armé. Enquête dans cette édition sur les bandes de jeunes dans la banlieue parisienne. La guerre des bandes est une réalité, comme l'ont montré les incidents du quartier de la Défense ce week-end. Élection municipale, ce soir nous vous proposerons la situation politique à Montbéliard, la ville Peugeot. La skieuse Régine Cavagnou a tenu ses promesses. Elle est devenue championne du monde de Super G à Sankt-Anton en Autriche. Comment compter autant de morts, autant de disparus? Dans l'état du Gujarat, en Inde, on fait seulement de sombres estimations. 20 000 morts au moins. Nos envoyés spéciaux, Joël Bruyandet et Pascal Caron, étaient aujourd'hui à Ahmedabad, où des milliers d'habitants ont dormi dehors par crainte de nouveaux tremblements, avec aussi la colère de ceux qui n'ont plus d'espoir. Le cadavre d'une femme d'une 50aine d'années vient d'être extrait des gravats. Aussitôt, les militaires tentent de contenir la foule et cherchent un proche capable d'identifier la victime. Cette scène s'est déjà reproduite une vingtaine de fois au pied de cet immeuble. 20 personnes ont péri, 3 seulement en sont sorties vivantes. À la morgue de l'hôpital d'Ahmedabad, les corps ne s'entassent pas. Ils sont pleurés quelques minutes par les femmes de la famille, puis ce sont les hommes qui conduisent le défunt jusqu'au bûcher. Quelques minutes plus tard, ils laissent éclater leur colère. Il pourrait être vivant. Quand le tremblement de terre a commencé et que tout s'est effondré, à ce moment-là, nous avions besoin d'aide. Mais le gouvernement nous a dit qu'il ne pouvait rien faire. À quelques mètres de là, les blessés du premier jour luttent contre la mort. La direction de l'hôpital affirme que la situation n'est pas catastrophique, mais on prend tout de même quelques précautions presque dérisoires, comme la chaux que l'on répand un peu partout pour éviter les épidémies. La nuit est tombée sur Ahmedabad et le bilan n'en finit pas de s'alourdir. Plus de 1500 morts. Des morts qu'il faut au plus vite extraire des décombres. Trivedi a eu de la chance. Sa famille a survécu, mais pas son appartement. Il ne fait plus que 30 cm de hauteur. Ça, c'est la table du salon. Et ça, c'est votre appartement? Oui, il est complètement détruit. Il est aussi petit que ça. Qui est responsable de tout ça, à votre avis? C'est une construction au rabais. Il n'y a quasiment aucun mur porteur. Et quand il y en a, ils sont si minces. Information confirmée par les militaires qui tentent de déblayer les décombres. L'immeuble sur lequel nous nous trouvons est bien mieux construit que celui qui s'est effondré. En fait, la plupart des ouvriers ont utilisé beaucoup plus de sable que de ciment. Depuis 24 heures, c'est un signe. Les hommes qui fouillent les décombres de cet immeuble de 10 étages ne sont plus des sauveteurs, mais bel et bien des militaires. Ils sont là pour récupérer des corps. Il y en aurait encore une 50aine enfouis sous ces ruines. Les secours nationaux, indiens ou internationaux luttent contre le temps, mais cherchent surtout à aider les survivants. Dans la région de Bouge, qui est l'épicentre du séisme, les villages sont rasés, les routes quasi impraticables, d'où les énormes difficultés pour les équipes de sauvetage. Commentaire Patrick Fandiou. Seule, la statue du Mahatma Gandhi a résisté. Tout le reste s'est effondré à Gandhidham. Ce village a le malheur d'être situé au cœur de l'épicentre du séisme. Sous les gravats, déjà 400 morts recensés. Et ce n'est sans doute pas terminé. Cet officier de police explique qu'il y aura sans doute plus d'1 millier de morts et qu'il y a encore plusieurs centaines de personnes sous les habitations. Les rescapés, eux, s'entassent dans des ruelles, livrés à eux-mêmes. Les secours sont occupés ailleurs, il manque de tout. Nous en sommes réduits à être des mendiants. Il n'y a plus ni à manger ni à boire. Ça fait 3 jours, les corps commencent à sentir, à pourrir. On ne sait plus quoi faire.
Nous n'avons plus de pansements, ni d'antibiotiques, pas même de blouse pour opérer. Comment pouvons-nous continuer à soigner si on ne reçoit pas d'aide? Dans le village voisin, celui de Bachao, presque rasé, les équipes de secours russes tant attendues sont enfin là. Quelques survivants sont dégagés, mais très souvent il est trop tard. Trop tard pour libérer ceux qui sont restés prisonniers des décombres. Nous avons du bon matériel, nous recherchons des survivants, mais comme vous le constatez, il y a beaucoup trop de gravats. On a du mal à creuser. Nous faisons de notre mieux, mais 4 jours après, les chances de retrouver des survivants sont très minces. Dans la précipitation, on brûle des cadavres, parfois à peine sortis des gravats. À Bouj, l'une des zones les plus touchées, les autorités ont même organisé des crémations géantes. Il faut faire vite. C'est en tout cas ce qu'est venu dire cet après-midi le Premier ministre indien qui craint des épidémies massives. Nous devons prendre toutes nos précautions pour éviter que les épidémies ne se répandent. Et si c'était le cas, il faut que nous soyons capables de les contrôler. 3 jours après, l'Inde lutte contre le temps et prend amplement conscience des terribles ravages du séisme le plus violent depuis un demi-siècle. Dès l'ouverture du 20e sommet franco-italien à Turin, et alors que des manifestants hostiles à toute nouvelle percée à travers les Alpes étaient présents dans la ville, il a été annoncé la réouverture du tunnel du Mont Blanc pour septembre prochain, et puis la signature d'un accord pour réaliser la ligne ferroviaire Lyon-Turin en 2015. Reportage de nos envoyés spéciaux Christian Marimonneau et Didier Rancoeur. La liaison Lyon-Turin est une réalité. Les 2 ministres des Transports français et italiens ont signé dans la bonne humeur l'accord historique entre les 2 pays, sous les applaudissements des chefs d'État et de gouvernement. Le premier chantier pharaonique du siècle va voir le jour. Une ligne de 280 km avec un tunnel sous les Alpes de 52 km qui permettra de relier Lyon-Turin en 1h35. Coût de l'opération, au moins 70 milliards de francs. L'ouverture est prévue pour 2015. Mais ce projet mécontente les élus et les écologistes du Piémont. Ils craignent l'afflux de camions dans la région, ils l'ont fait savoir ce matin. Cette liaison annonce donc le début de la fin du tout autoroute. Il est clair que nous devons opérer un transfert de la route vers le rail aussi important que possible, d'où cette nouvelle vision du ferroutage. Voilà un grand moment pour la relation entre l'Italie et la France, mais au-delà pour la construction européenne. Alors que l'Europe s'enlise dans la crise de la vache folle, elle est capable de soulever des montagnes, ou du moins de les traverser. La transalpine est née, elle permettra un rééquilibrage de l'Europe au profit de la Méditerranée. Réunion à Bruxelles des ministres de l'Agriculture des 15. La crise sur le marché de la viande, beaucoup plus grave que prévu. La consommation européenne a chuté de 27% ces derniers mois en moyenne. Quant à l'enquête judiciaire, il reste encore beaucoup à faire en raison d'une certaine incohérence des chiffres et statistiques dans l'Union européenne et de l'opacité du monde agricole. Ainsi, pourquoi certains éleveurs ne portent-ils pas plainte? Voyez l'enquête de Loïc Delamornay et Jacques Gérard dans l'Ain. L'émotion se lit dans son regard. Jacques Morel découvre son nouveau troupeau. Ses vaches précédentes sont toutes parties à l'abattoir en novembre dernier. 2 cas de SB avaient été détectés. 2 vaches nées le même jour en août 1995, après l'interdiction des farines animales pour les bovins. Durant leurs 6 premiers mois, pour stimuler leur croissance, Jacques Morel leur avait donné des granulés concentrés, achetés dans une usine d'aliments de la région, le Moulin Guénard. Il est parmi les gens qui m'amène un doute, puisqu'il me fournissait donc le concentré, et c'est par, je pense, l'absorption de concentré que ces génisses, ces vaches ont été atteintes. Le Moulin Guénard, le voici. C'est le plus gros producteur d'aliments pour animaux du département de l'Ain, et la crise de l'ESB n'a pas affecté son activité. Aucune plainte ne le vise, et les éleveurs, comme Jacques Morel, continuent de s'y approvisionner. Curieusement, la plupart d'entre eux appartiennent à des coopératives agricoles, elles-mêmes actionnaires du Moulin Guénard. L'éleveur peut être adhérent à la coopérative qui la fournit, ça tout à fait. Et ensuite, cette coopérative peut elle-même être actionnaire d'une entreprise comme la vôtre. Absolument. Est-ce que vous pensez que ça biaise un petit peu
les possibilités de plainte? Non, je ne le pense pas, puisqu'il y a bien eu des dépôts de plainte contre X dans d'autres cas qui pouvaient être similaires à celui-ci. Malgré ces affirmations, dans les faits, très peu d'éleveurs victimes de l'ESB déposent plainte. Résultat, peu d'enquêtes judiciaires, elles permettraient pourtant de remonter la filière de contamination. En France, seule une vingtaine d'enquêtes sont ouvertes à Nantes, Épinal et Paris. Mais pour l'instant, aucune mise en examen n'a pu être prononcée. Les juges privilégient actuellement une piste bien connue. Après 1988, la Grande-Bretagne aurait écoulé des farines contaminées dans le reste de l'Europe via des pays comme l'Irlande et la Belgique, où leur origine aurait été blanchie. Les chiffres donnent crédit à cette hypothèse. De 88 à 95, les importations de farine en provenance d'Irlande ont été multipliées par 8, celles en provenance de Belgique par 6. Autre problème, les chiffres des douanes sont souvent incohérents. Exemple, en 1994, la Belgique déclare exporter vers la France 6 750 tonnes de farine. La France déclare en recevoir 16 000 tonnes, une différence inexpliquée. De plus, les références des douanes entretiennent la confusion. Tous les déchets d'abattoirs de tous les types d'animaux sont regroupés en une seule ligne, farine, poudre et aggloméré. Une nomenclature qui empêche toute traçabilité. Si les juges surmontent tous ces obstacles, il en restera un dernier et de taille. La prescription dans ce genre d'affaires est de 3 ans. Or, tous les animaux touchés par l'ESB en France ont été contaminés il y a plus de 5 ans. Et cette crise dite de la vache folle est au cœur des débats électoraux du monde agricole. Mercredi, en effet, seront élus les représentants aux chambres d'agriculture. La campagne électorale se résume bien souvent à un affrontement entre Luc Guyot, président de la FNSEA, bientôt au terme de son mandat, et puis le très médiatique José Bové pour la Confédération paysanne. Reportage Éric Mézier et Éric Delagneau. En campagne à l'américaine, avec son bus qui roule au carburant bio, le président de la FNSEA se veut plus proche de l'opinion publique. Même si les idées écologistes commencent à prendre beaucoup trop d'importance à son goût. Trop de contraintes environnementales, trop d'agriculture bio, pour le Guyot, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir nourrir tout le monde. J'ai rien contre les verts à condition qu'on l'utilise à petite dose. Un petit peu, c'est pas mal. Mais là, à ce niveau-là, on fera de l'agriculture écologique sans se soucier de l'approvisionnement minimum. Attaqué de toutes parts comme représentant d'une agriculture uniquement soucieuse des rendements, Luc Guyot sait qu'il doit absolument remobiliser ses troupes. Son discours est rodé, les vrais responsables des malheurs des agriculteurs, ce sont José Bové, les Verts, le ministre. Quand le ministre de l'Agriculture nous dit en permanence que tout ça c'est l'agriculture productiviste et tout, il donne des éléments et des arguments à des gens de l'opinion publique pour dire, vous voyez bien, tout ça ils font mal. Sur le terrain, José Bové, l'adversaire principal de Luc Guyot, semble prendre du bon temps. Devant lui, sur scène, des paysans comédiens dénoncent les fermes qui disparaissent ou tournent en dérision le céréalier qui croit au progrès sans limite. Si on vous écoutait, on s'éclairerait à la bougie et puis on ferait la traite à la main. Non, vous êtes contre le progrès, un point c'est tout. On n'est pas contre le progrès, on est pour un progrès qui respecte l'homme et l'environnement. Ce n'est pas être contre le progrès d'avoir cet objectif-là. La Confédération paysanne a peu de chances de remporter beaucoup de chambres d'agriculture, car c'est la liste qui arrive en tête qui prend la majorité des sièges. L'objectif du syndicat est donc de dépasser les 21% des voix réalisées il y a 5 ans pour pouvoir représenter une alternative légitime à la FNSEA. Ce qui est important, c'est qu'au niveau national, on se mobilise tous pour faire passer la FNSEA en dessous de la barre des 50%, pour qu'enfin, ils arrêtent de dire qu'ils représentent les paysans, car aujourd'hui, ils ne représentent pas les paysans, ils ne représentent qu'une minorité de nantis. Très médiatisé, José Bové a déjà convaincu la société et les consommateurs. Son syndicat pourra-t-il rallier les agriculteurs? Réponse mercredi. Le fondateur de la Confédération de défense des commerçants et artisans, CDCA, Christian Pousset, a été abattu par 2 hommes cagoulés ce matin dans son bureau de Bayargues, près de Montpellier. Correspondance Léo Lamberton et Pascal Ponce. Ils ne lui ont laissé aucune chance. C'est de toute évidence un commando professionnel qui a assassiné aujourd'hui Christian Pousset dans les locaux de son entreprise, le centre de délocalisation et de conseil international à Bayargues, à l'est de Montpellier. Pierre Véraud est l'une des dernières personnes à avoir vu Christian Pousset. Hier, il a passé la journée avec lui à Paris et ce matin, il était au téléphone avec lui lorsque le meurtre a été commis. Rien ne laissait présager ça. Il est heureux, content. Je l'ai déposé hier soir à 18h30 à Orly. Et ce matin, entre 10h et 10h30, je lui ai téléphoné à son bureau à Bayargues.
J'ai lu un petit moment au téléphone et là, malheureusement, j'ai entendu un hurlement et plus rien du tout. Christian Pousset n'était pas un responsable syndical classique. Récemment, il a purgé une peine de 2 ans de prison pour avoir menacé de mort un magistrat. Son syndicat, la Confédération de défense des commerçants et des artisans, adepte des manifestations violentes, a fait du boycott des cotisations sociales son cheval de bataille. Au sein même de son mouvement, Christian Pousset était contesté. Il y a 4 ans, certains l'accusèrent d'avoir détourné l'argent des adhérents. Mais aujourd'hui, à la CDCA, personne ne croit à un meurtre commandité par des dissidents. Il ne faudrait pas oublier que d'abord, on se bat pour des commerçants, des artisans, des professions libérales, des agriculteurs. Et puis, s'il y a des gens qui sont fous et qui vont à l'extrême, je ne pense pas que ce soit quand même une piste sérieuse des dissidents de CDCA, de toute façon. Reste l'autre piste étudiée aussi par les enquêteurs, celle de Christian Pousset, homme d'affaires menant grand train de vie. Au fil des ans, il avait créé une myriade de sociétés en France et à l'étranger, notamment dans des paradis fiscaux. D'ailleurs, c'est dans l'une de ces entreprises que Christian Pousset a été assassiné, non au siège de son syndicat. Ouverture devant les assises de la Moselle à Metz du procès des 2 meurtriers présumés du petit Adrien Stéphan, 12 ans, retrouvé mort en 1998 à Thionville. La mère de l'enfant est sortie de la salle d'audience après avoir menacé de mort les accusés. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite et José Boulestex. Reine Trinquelé, la mère de la victime, menacée d'expulsion par le président, quitte la salle d'audience en hurlant. La tension est déjà palpable dès le début du procès. Le président demande à la mère d'Adrien de ne pas exhiber, je cite, la photo de son fils. Une photo qu'elle ira plus tard coller sous le nez des 2 accusés, les menaçant d'un coup de cutter s'ils sont libérés un jour. Inadmissible pour l'avocat général et pour le président de la cour d'assises de Moselle. Et j'avais même pris encore sa petite photo. Oui, mais ils savent pas que c'est la souffrance d'une mère quand il vous reste qu'un bout de papier. 3 ans que je regarde ces bouts de papier, que j'allume des bougies tous les jours, moi. La douleur d'une mère face à l'atrocité des faits. En août 98, le corps d'Adrien, 12 ans, est découvert dans un bunker à Thionville. L'enfant a vraisemblablement été violé et sauvagement assassiné. Alex Dean, homosexuel et pédophile, avoue tout, puis accuse Nicolas Hentier avant de se rétracter, changeant sans cesse de version des faits. Les accusations d'Alex Dean sont conformes, je dirais, à sa personnalité, c'est-à-dire mythomane, manifestement contradictoires entre elles, donc auxquelles on ne peut apporter aucun crédit. Dépeint comme mythomane par les experts, Alex Dean à l'audience revient encore une fois sur ses aveux. Une nouvelle version que n'entendra pas Reine Trinquelé. La mère d'Adrien en larmes est partie, décidant pour l'instant de ne plus assister au procès du meurtre de son fils. 2e semaine et 4e audience du procès pour abus de biens sociaux aux dépens d'Elf devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Christine Devier-Joncourt a de nouveau été questionnée. Il n'empêche, le dossier Dominique Verdeillan, c'est pas vraiment éclairci. Non, on a plutôt une audience qui pourrait faire sourire s'il n'y avait pas le vertige des chiffres. 59 millions de commissions. Alors on nage ici en plein polar entre Mata Hari et James Bond, avec des valises qu'on se remet contre un mot de passe du style la montagne est belle aujourd'hui, ou bien des dîners qu'on préfère appeler des soirées de travail auxquelles participent des ambassadeurs, des écrivains, des musiciens et des membres de la DGSE. Ça sera peut-être un jour un film, mais pour l'instant le scénario mérite encore d'être peaufiné. Alors, comme Mata Hari et James Bond ne sont pas là, à qui et à quoi ont profité ces fameuses commissions? Eh bien, c'est comme au cinéma, le budget est connu, mais on se demande à quoi a servi l'argent. Alors, première commission, 14 millions de francs, à l'achat d'un appartement en rue de Lille, une clé en or pour abriter vos amours, avait dit Alfred Sirven. Roland Dumas n'a jamais habité cet appartement, mais selon Christine Devier-Joncourt, il connaissait l'origine des fonds. Deuxième commission, 45 millions de francs, c'était pour ramener, soi-disant, Roland Dumas a plaidé la cause de Thomson dans l'affaire des frégates de Taïwan. Si cette chose a été faite, c'est grâce à moi, c'était une chose importante pour la France, revendique hautement et fièrement Christine Devier-Joncourt. Alors vous voyez, un lobbying bien payé, Alfred Sirven était même prêt à aller, paraît-il, jusqu'à 80 millions de francs de commission, des sommes donc considérables, un travail de l'autre côté difficilement palpable, et entre les deux, une présidente du tribunal correctionnel qui ne cache pas son incrédulité. Je ne comprends toujours pas, madame, quel était votre rôle? Merci Dominique.
Le général Augusto Pinochet, officiellement inculpé pour enlèvement et exécution sommaire de 75 détenus politiques au début de sa dictature en 1973. Les familles des victimes ont manifesté leur satisfaction. C'est le juge de Santiago du Chili, Juan Guzmán, qui a instruit les plaintes déposées contre l'ex-dictateur qui vient de l'annoncer, ordonnant également l'arrestation d'Augusto Pinochet. Les avocats de celui-ci pourraient faire appel. Le nouveau massacre de 25 personnes en Algérie dans la région de Chlef porte à plus de 190 le nombre de tués dans des violences depuis le 1er janvier. Cette région de Chlef, comme celle de Médéa, sont devenues la cible d'un groupe islamique armé. La dernière tragédie a touché 3 familles d'un hameau isolé, des femmes, des hommes, des enfants, surpris, égorgés dans leur sommeil. Reportage de Mohan Wanjli avec les commentaires d'Agnès Varagnan. C'est au milieu des vergers, des hameaux distants les uns des autres de 200 à 300 mètres. Des maisons plus que modestes, éloignées de 4-5 km du premier gros village. Dans la chambre de la famille Miloudi, les voisins racontent qu'une jeune femme institutrice préparait ici ses cours quand elle a été surprise par ceux qui l'ont égorgée. C'était en début de soirée. Dans la cuisine, tout près, la mère s'affairait avec près d'elle ses 2 fils. Les enfants ont réussi à s'échapper par la fenêtre, mais l'un d'eux a voulu faire demi-tour. Il a été achevé ici. La paille dissimule mal la mare de sang. Cet homme explique que pour lui, ceux qui ont fait cela ne sont pas des humains. Il a vu, dit-il, une petite fille décapitée. Il veut partir, ne pas attendre la mort. Des enfants, des adolescents, des femmes, 24 personnes de 2 familles différentes, enterrées hier soir. Ce massacre, comme bien d'autres, n'a pas été confirmé par les autorités algériennes. 11 en tout. Une fille, on l'a enlevée. Et une autre, trouvé encore la fille. On ne l'a pas rencontrée. 11 membres de leur famille disparus, une jeune fille enlevée par un commando présumé du GIA. Depuis le début de l'année, ces tueries ont fait 190 morts en Algérie. La région de Chlef a été particulièrement touchée et malgré les promesses du gouvernement d'un retour à la paix, ses habitants des campagnes ne voient pas venir la fin de leur cauchemar. En marge du sommet de Porto Alegre au Brésil qui dénonce les méfaits de la mondialisation, il est aussi question de la lutte contre le trafic de drogue et le besoin d'un plus grand soutien financier afin de reconvertir les paysans pauvres qui vivent exclusivement de la culture de la coca. En Bolivie, nos correspondants permanents en Amérique du Sud, Bertrand Coq et Jean-François Renou, sont allés dans une région de production de la coca. Sans celle-ci, le coût social serait terrible. Contrôle de police dans le Chaparé, la zone tropicale du Piémont bolivien. Les léopardos, les forces antidrogue, cherchent la pichicata, la cocaïne, le fléau bolivien, mais aussi l'une de ses principales ressources. Le commandant du secteur est satisfait. L'an dernier, ses troupes ont saisi 1 tonne de cocaïne et détruit près de 700 laboratoires. Pauvre parmi les pauvres, le paysan bolivien, lui, a toujours planté la coca. Policarpio et sa famille avaient leur petit lopin, qui tous les ans leur rapportait quelques centaines de pesos. Arrachés, comme quelques 33 000 hectares de cultures jugées illégales. Aujourd'hui, on n'a plus un sou, dit Policarpio. Rien de rien. Avant que d'être la matière première de la cocaïne, la coca, pour l'Indien bolivien, c'est le sel de la terre. La feuille sacrée de l'Inca, celle qu'on mâche interminablement pour oublier la faim. Plus qu'une habitude, presque une fatalité. Les cocaleros sont bien organisés. Leur fédération est puissante. Le gouvernement craint leur jacquerie. D'autant que jusqu'à présent, il est bien incapable de leur proposer une alternative. Les fruits, les légumes que produit en abondance une nature généreuse pourrissent au bord des routes, faute de débouchés. 10 ananas pour 1 franc, 3 francs le régime de bananes, à quoi bon? Ces pignes, Rimer ne se donne même plus la peine de les ramasser. Les experts du gouvernement promettaient pourtant l'accès aux marchés extérieurs. Mais ni les Américains ni les Européens, qui exigent l'éradication de la coca, n'ont besoin de l'ananas bolivien.
Tout ce qui nous reste, c'est de continuer à lutter pour la défense de la coca. Avec la coca, même si vous ne récoltez que 50 kilos tous les 3 mois, c'est un bon millier de francs garanti. Le gouvernement bolivien a promis que 2001 serait l'année zéro coca. C'est mal parti. L'histoire des paysans du Chaparré rappelle une évidence. La lutte contre la drogue n'est pas qu'une affaire de police. Pour être efficace, elle impose de consacrer au moins autant d'efforts au développement économique des régions concernées. À Lille, cet après-midi, face à la préfecture, 1 millier de sapeurs-pompiers se sont rassemblés, rassemblement de solidarité avec un de leurs collègues qui a eu la main arrachée par une grenade lancée par des forces de l'ordre. Mais aussi une manifestation pour réclamer davantage d'effectifs et de matériel. Le 7 février prochain, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers sera reçue par M. Jospin. L'enquête judiciaire est en cours après la bataille rangée de ce week-end à la Défense, près de Paris, entre deux bandes de jeunes venus des Yvelines, des Mureaux, de Mantes-la-Jolie ou encore de Chanteloup-les-Vignes. Nous avons choisi depuis quelques jours avec Gilles Marinet et Gilles Ginca de nous rendre à Évry. Là, les bandes sont une réalité, la peur qu'elles suscitent est difficile à déterminer. Les habitants sont désemparés par l'ampleur du phénomène. Si tu veux des surveillants, frappe dans tes mains et crie le plus fort. C'était vendredi dans les rues d'Évry, des centaines de lycéens pour réclamer davantage de sécurité autour de leur établissement. Il y a un petit qui s'est fait buter, ça pourrait arriver à un gars du lycée, quoi, voilà. C'est pareil. Et c'est pour ça qu'il nous faut plus d'encadrement. Le lycée Georges Brassens est situé dans le quartier du Canal, 8000 habitants. C'est là que le 8 novembre, Romuald, un jeune homme de 14 ans, est mort, abattu de 2 coups de fusil de chasse. Le tireur a été interpellé dans un quartier voisin, les Honnêtes. Romuald est mort, victime de la guerre entre les bandes. Les Honnêtes, le Canal, 2 quartiers identiques, mais séparés par une barrière invisible. C'est le quartier, c'est tout. Vous ne pouvez pas discuter avec les autres? Non. Ne serait-ce que discuter, non? Non, même pas. Depuis 1997, avec 3 morts sur l'agglomération d'Évry, on est passé de la traditionnelle rivalité entre quartiers à l'affrontement sanglant, sans explication rationnelle. Et ceux qui cherchent à raisonner les jeunes se retrouvent victimes à leur tour. On va vous crever les 4 pneus de votre voiture parce que vous avez permis d'expliquer à un gamin qu'il ne fallait pas faire ça. C'est vraiment... Au bout d'un moment, on s'épuise, on s'essouffle et puis on finit par laisser tomber. Tout est prétexte à la bagarre. Un regard, une cigarette refusée, le franchissement de telle ou telle rue. La haine est telle que les associations n'envisagent même plus de réunir les jeunes. Pas des grandes réunions, pas des grandes réunions. Ça ne donnera rien du tout. On peut essayer même aujourd'hui, vous verrez que ça ne donnera rien. Ça donnera toujours la colère, la haine, c'est la même chose qui va continuer. Les violences sont minoritaires, mais leurs méthodes font peur, car les cibles sont la plupart du temps choisies au hasard. Récit d'une agression, c'était la semaine dernière, en plein centre-ville. Passait simplement pour rentrer chez lui. Il accompagnait son ami, quoi, et puis il a monté l'escalier, il a vu les vingtaines de personnes arriver, ils sont venus devant lui, ils ont commencé, et puis c'est parti avec des coups de couteau. Les agresseurs avaient entre 15 et 18 ans, des jeunes qui ne mesurent plus les conséquences de leurs actes. À la limite, il se dit, de toute façon, j'ai déjà planté un mec, je suis plus à sa presse, je peux en planter un autre. Et puis en fait, c'est une chute libre qui s'amorce au début par des petits trucs. Puis après, ça grossit, puis on en arrive au meurtre, quoi. Le quartier, un territoire que l'on croit défendre à n'importe quel prix comme le dernier refuge à son identité. Les dépenses de santé continuent de progresser très fortement. Révélation France 2, Jean-Daniel Flezaquier, ces dépenses auraient augmenté de plus de 12% si l'on compare les 6 premiers mois de l'an 2000 avec ceux de 1999. Les médicaments génériques ont toujours du mal à être prescrits et très souvent des médicaments très chers remplacent certains aussi efficaces mais beaucoup moins chers. Le Plavix est depuis moins de 2 ans sur le marché. Ce médicament innovant sert à empêcher la formation de caillots sanguins. Il est très utile notamment quand on pose dans une petite artère du cœur un ressort pour l'empêcher de se reboucher. Mais en un an, la prescription de Plavix a littéralement explosé. Au premier semestre 99, c'était le 293e médicament prescrit. Il est passé 17e un an plus tard. De 100 000 boîtes, on est aujourd'hui à 700 000 boîtes. Et surtout, la prescription, dans 40% des cas, s'est faite en lieu et place de l'aspirine, un produit qui a quasiment les mêmes effets et qui coûte 20 fois moins cher. Pour les spécialistes des maladies des artères, en dehors de cas bien précis, cette modification de prescription n'est absolument pas logique. Il faudrait laisser une bonne partie de
patients sous aspirine et en dehors de contre-indication à l'aspirine, d'effets secondaires sous aspirine ou éventuellement de récidive de la maladie sous aspirine, il n'y a à mon sens pas d'indication de faire ce switch de prescription de façon systématique. En un an, les dépenses de médicaments ont progressé de 12%, du jamais vu depuis que l'on tient les statistiques. On pourrait pourtant prescrire moins cher grâce à des médicaments génériques, copiés à l'identique de médicaments anciens. Mais ces derniers mois, le marché du générique a régressé en France. Un générique coûte en moyenne 30% de moins qu'un produit princeps, qu'un produit de référence. Donc le marché du générique, instantanément, on pourrait rapporter, si tous les produits étaient vendus au prix des génériques, pourrait rapporter autour de 4 milliards de francs. Ce qui est une économie importante lorsque vous voyez l'évolution des dépenses. Si les pharmaciens sont prêts à jouer le jeu des génériques, trop de médecins refusent encore de les prescrire sans raison médicale fondée. Élection municipale, elle vous intéresse. Selon un sondage Ipsos publié dans Le Monde, les 3/4 des Français sont plutôt ou très intéressés. C'est la sécurité qui est au premier rang des préoccupations. Ce soir, nous vous proposons de découvrir la situation politique à Montbéliard avec le reportage d'Émilie Lançon et Frédéric Basile au Pays Peugeot. Montbéliard, Sochaux, de toute façon, c'est Peugeot. C'est Peugeot, c'est clair. C'est Peugeot qui fait ici la pluie et le beau temps. Loris le sait mieux que quiconque. Cela fait 25 ans qu'il travaille à la Peuge, comme on l'appelle ici. Moi j'ai souvent entendu, heureusement qu'il y a Peugeot pour nous faire bouffer, quoi. Peugeot, l'empire Peugeot, ville dans la ville. 265 hectares d'usine, 20 000 salariés. À Montbéliard, près d'une personne sur 3 vit directement ou indirectement grâce aux constructeurs automobiles. Alors, comment parler de politique sans évoquer Peugeot ? Durant des années, l'entreprise s'est mêlée d'élections municipales. C'est en tout cas ce que l'on pense à la CGT. Dans un rayon de 30 km, Peugeot installe ses hommes, ses cadres, pour tenir les mairies et voir plus, je dirais, les différentes associations, qu'elles soient sportives ou autres. Notre objectif, c'est de rencontrer monsieur le sénateur maire Louis Souvet. Les choses ont changé. La présence de Peugeot est aujourd'hui moins visible. Pourtant, lorsqu'on se lance en politique, avoir travaillé dans l'automobile, ça compte. C'est le cas de Louis Souvet, maire RPR depuis 89. L'homme a un autre atout, il est de la région, il est franc-comtois. Par 2 fois donc, Montbéliard-l'Ouvrière, terre de gauche, n'a pas hésité à voter à droite au municipal. L'élection d'un maire, ça n'a rien à voir avec une élection politique. Rien, sauf dans les très grandes villes, Paris, Lyon peut-être, mais dans nos villes de province, l'élection d'un maire, c'est un contrat de confiance entre l'homme et la population. Bonjour, vous connaissez monsieur Moscovici? Oui. À gauche, on compte sur Pierre Moscovici pour l'emporter. Après un premier échec en 95, cette fois, il croit en ses chances. Le sens de ma venue ici, ça a été justement ça, d'essayer de réconcilier la gauche avec elle-même, le pays de Montbéliard avec la gauche, et au fond, 2001, pour moi, c'est un peu ça, c'est l'heure de vérité. À 42 ans, Pierre Moscovici est aussi ministre des Affaires européennes. En cas d'élection, il a tout prévu. Je me sens honnêtement capable de faire les deux à la fois. Mais c'est clair, j'assumerai mes responsabilités de maire. Même pour l'inauguration d'une salle de sport, les 2 hommes ne se lâchent plus. Souvet, Moscovici, lequel des deux mettra l'autre au tapis? Peugeot qui vient d'annoncer le rappel de 38 000 voitures, 406 dans le monde, d'environ 14 000 en France. Elles ont été produites à l'automne dernier et pourraient être équipées d'une vis de pivot du train arrière défectueuse. Du sport, du ski, la skieuse de la Clusa, Régine Cavagnou, n'a pas fait mentir les pronostics. Elle s'est imposée de très peu à Sankt Anton en Autriche dans le supergéant, remportant du même coup le titre de championne du monde. Commentaire Florent Gautreau. La consécration, enfin, à 31 ans. Régine Cavagnou savoure plus que n'importe quelle autre skieuse ce titre de championne du monde. Oubliez les chutes, oubliez les blessures, oubliez les places d'honneur. Cavagnou était favorite, elle a gagné avec la sérénité d'une athlète qui a bien bourlingué. Moi en tout cas j'avais pas de pression et j'ai dit il faut que je donne le maximum. Ce que je retenais justement de mes victoires c'était le relâchement, la décontraction et vouloir aller vite. Et la neige ici était douce donc il fallait que je joue avec ça. Elle a joué et bien joué sur ce parcours très sinueux. La Française s'était lancée en 7e position et elle a parfaitement imprimé son rythme et sa motivation. C'est dans la partie intermédiaire, la partie la plus technique de la piste, que la skieuse de la Clusa a construit son succès. C'est là qu'elle a gagné les 5 centièmes de seconde qui lui ont permis de devancer l'Italienne Costner.
Et puis il y a cet incroyable fiasco des Autrichiennes inexistantes sur leur terre, à l'image de Renate Götzschel qui chute alors qu'elle a une demi-seconde d'avance au temps intermédiaire. Cavagnou a gagné, elle est soulagée et sans pitié. C'est un soulagement parce qu'elle avait moins 56 je crois intermédiaire. Mais voilà, c'est la course. Hein. Moi j'ai pas eu de chance il y a 2 ans. C'est à moi maintenant aujourd'hui d'avoir la chance. Bon ben c'est la course, c'est comme ça. C'est alors l'attente. Cavagnou, impatiente, voit descendre une à une ses principales rivales. Dernière frayeur avec Hildegard, l'Allemande, qui termine à 8 centièmes de seconde. Cette fois, c'est fait. 8 ans après Carole Merle, Régine Cavagnou devient championne du monde. Une immense bouffée d'oxygène pour le ski français. Voilà, avant de refermer cette édition, je vous rappelle ce qui fait l'essentiel de l'actualité, à savoir le désastre humain du séisme de vendredi dernier dans le nord-ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat. On parle d'au moins 20 000 morts. La colère des habitants qui vivent maintenant en dehors de toute habitation, qui cherchent à être secourus. Colère contre les responsabilités politiques des dirigeants indiens qui n'auraient pas organisé suffisamment les secours et peut-être pas prévu les constructions pouvant résister au séisme. Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet france2.fr. La météo dans quelques instants avec Nathalie Riouet, puis jour après jour avec Jean-Luc Delarue, et à 23h05 le magazine Mots Croisés, présenté par Arlette Chabot et Alain Duhamel, sur le thème de la fin des retraites à 60 ans avec un point d'interrogation. Il y aura notamment Nicole Notat et Denis Kessler du MEDEF parmi les invités. À 0h45 le journal de la nuit avec Laurence Piquet. Demain 7h50 dans les 4 vérités présentées par Françoise Laborde depuis Davos en Suisse. Invité Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi Universal. À 13h vous retrouvez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci.